qui ont bien évidemment une volonté de se faire remarquer pour des raisons qu'on comprend assez facilement. C'est des clients qui ont une facilité à accepter de la création, des images fortes forcément, donc c'est plus facile de faire, je l'avoue, de la pub pour PlayStation, de la pub créative pour PlayStation que pour un fromage blanc. Donc je crois que c'est inhérent à leurs produits. Je pense que PlayStation évolue dans un milieu où tout est possible, où c'est le monde du rêve, et Heads a besoin de se faire remarquer parce que Heads est une société qui n'a pas énormément d'argent en médias, donc on se doit d'être fort visuellement pour exister. Le record de premier prix remporté est co-détenu par BDDP et Fils et l'agence Leg avec 4 premiers prix chacun. Leg qui a été largement récompensé pour son humour très british dans les catégories affichage, radio, édition et affichette. Seule surprise et seul regret, la campagne ciné d'Eurostar n'a même pas été mentionnée. Mais c'est peut-être ainsi que naît une campagne culte. Avant de prendre la direction de l'agence BDDP et Fils, Olivier Altman, qui a présidé pour la dernière fois le club des directeurs artistiques, analyse les tendances de l'année et tire les premières conséquences du sentiment anti-français aux États-Unis. Olivier Altman, bonjour. Bonjour. Quand je vois le dernier palmarès des directeurs artistiques, on se rend compte que l'érotisme, l'humour et même une certaine violence dans le traitement du sujet ont été largement mis en avant. Est-ce que ça va continuer à être le cas ? Moi, je pense que l'humour reste de plus en plus nécessaire pour détendre les gens qui voient quand même la publicité souvent comme une intrusion et puis pour leur donner envie de nous écouter. C'est une façon rapide de toucher tout le monde. Maintenant, l'humour est en train de changer. On est passé d'un humour, on va dire, un peu cynique, un peu froid à l'époque des dot-com, à un humour, on va dire, non pas plus consensuel, mais un peu plus convivial, qui puisse être partagé par un plus grand nombre de monde aujourd'hui. Le sexe en France, c'est pas tabou depuis longtemps. Donc je pense que l'humour a changé, mais qu'il reste une valeur sûre, en tout cas pour être efficace. Les campagnes sur la sécurité routière ou d'autres sur le secours populaire sont quand même particulièrement violentes et on voit que les publicitaires sont allés assez loin dans ce traitement. Est-ce que c'est une tendance et comment vous l'expliquez ? Bizarrement, je trouve que ces deux campagnes sont violentes, mais plus parce qu'elles évoquent que parce qu'elles montrent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang dans la sécurité routière et d'accidentés, il n'y a pas de SDF qui meurent de faim dans le secours populaire, mais ce qui est violent, c'est l'idée qu'elles véhiculent, de voir des corps froissés comme de la tôle ou de se dire que des mamans en sont réduites à faire manger leur collier de nouilles à leurs petites filles. Mais je pense que sur des sujets vraiment graves comme la solidarité, comme la sécurité, les Français sont prêts maintenant à entendre des discours d'adultes parce qu'ils ont envie de résultats efficaces. Et je pense que le gouvernement a l'air d'être en phase avec les attentes un peu plus sécuritaires des gens aujourd'hui. Mais dans le même registre, sur le tabac et sur le cancer, on va aussi très loin. Pareil pour le tabac, ce qui est intéressant, c'est pas la violence de montrer des poumons de fumeurs, c'est tout d'un coup de découvrir que des substances qu'on croyait illicites ou qu'on trouverait dans les produits ménagers sont en fait dans la cigarette. Donc c'est bien les idées qui sont violentes plus que les images. Mais comment se fait-il que sur ces campagnes un peu institutionnelles, on aille beaucoup plus loin que sur des campagnes purement commerciales, alors que visiblement, et à vous entendre, les Français sont prêts à les accepter ? J'ai l'impression qu'avant, il y avait des campagnes d'intérêt général qui étaient plutôt faites pour se donner bonne conscience. Il fallait dépenser son budget pour se dire qu'on avait bien fait son travail. Aujourd'hui, on mesure beaucoup les choses. Il y a beaucoup de tests, de post-tests. Et les associations doivent rendre des comptes quand elles communiquent. Finalement, ce souci d'efficacité nous rapproche un peu des publicités anglo-saxonnes pour qui seul compte le résultat mesurable des campagnes, même si certaines peuvent choquer, puisque le but est bien de faire bouger les comportements. Le conflit actuel qui a opposé avant son déclenchement la France et avec elle l'Europe aux États-Unis, va-t-il avoir des conséquences sur la perception des marques et notamment sur les marques que l'on dit globales ?
Je pense que malgré le fait qu'on les dise globales, elles ont des problématiques totalement différentes dans chaque pays. McDonald's se porte très bien en France, c'est pas forcément le cas aux États-Unis. Même si les Français ont compris que la mondialisation était inéluctable, chaque marque essaye finalement de plus en plus de s'adapter aux cultures locales. Pensez-vous, s'il devait y avoir un fossé culturel entre l'Europe et les États-Unis, qu'il faille un jour imaginer une campagne publicitaire pour nous réconcilier? Non, je serais ravi de pouvoir travailler sur ce sujet que je trouve passionnant. Il y a en ce moment des campagnes publicitaires anti-français qui commencent à émerger aux États-Unis. Je trouve que plutôt que d'être dans une logique frontale, on devrait plutôt communiquer auprès des Américains sur ce qui nous rapproche et non pas sur ce qui nous éloigne. Vous seriez plutôt partisan de prendre une page dans les journaux américains pour vanter la coopération franco-américaine? Exactement. Je pense que d'ailleurs les assertions qui ont été faites sur le côté lâche suite à la Deuxième Guerre mondiale étaient totalement déplacées, infondées et elles étaient facilement démontables. Personne ne les a relevées. Et puis je pense que sur l'attachement franco-américain, ne serait-ce que pour leur faire prendre conscience que nos économies sont intimement liées et que même si nos dirigeants voulaient les séparer, ça serait très difficile. Je pense qu'il y aurait une campagne en effet très intéressante à faire envers les Américains. Mais là on y pense, Danone, L'Oréal, LVMH y pense? Non, je ne pense pas que ce soit forcément les marques qui ont envie de la signer ou d'être derrière. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être des lobbies politiques qui pourraient en effet mandater les agences de publicité pour réfléchir sur ce sujet. Et là, ce serait une œuvre collective? Je pense que c'est un sujet parfait pour le club des directeurs artistiques. Ce n'est pas le sujet d'une agence en particulier. L'intérêt, c'est de voir comment les créatifs et les stratèges peuvent trouver la meilleure façon de convaincre les Américains qu'on a beaucoup plus de choses à partager. Olivier Altman, merci. Merci à vous. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des gens qui se cachent derrière n'importe quoi. On fait tous comme ça. C'est ce qui s'appelle la politique de l'autruche. AGF n'avait pas communiqué depuis 10 ans en institutionnel. À noter que c'est la première campagne signée Publicis Conseil pour la marque, renversant. Faut voir les choses en face. On se dit qu'on est mieux là, caché derrière notre petit doigt. On fait tous comme ça. C'était La Vie des médias. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. L'avancée rapide de la coalition en Irak a-t-elle déjoué les plans prévus? Ils ont tout fait pour aller le plus vite possible à Bagdad et ils ont négligé le reste. Quelle surprise peut encore réserver Saddam Hussein aux Américains entrés dans Bagdad? L'appel au djihad est aujourd'hui repris par la rue arabe. Qui se prépare à gouverner et à reconstruire l'Irak après un quart de siècle de dictature? Il faut quelqu'un qui ressemble à Saddam Hussein, c'est-à-dire un militaire. Experts, militaires et candidats à la succession racontent les réalités d'une guerre qui ébranle le monde. Le droit de savoir. Spécial Irak, les clés pour comprendre. Demain, 22h50 sur TF1. Suivez son regard avec les opticiens Chris. Je vois dans son regard l'enfant qu'elle était quand elle chantait, qu'elle avait 10 ans. Et bien cet enfant continue à chanter, je dirais même que par moments elle crie. Et on dirait que c'est un regard qui a d'un côté des oiseaux bleus, des oiseaux clairs, et puis c'est comme si ces oiseaux étaient poursuivis par un oiseau noir. On ne voit pas forcément ça de la salle, mais on voit ça quand on est de très près. Sur scène, elle a quelques scrupules, je pense, une pudeur certainement. Elle ne drague jamais, elle donne tout. Elle donne tout ce qui lui fait mal. Et à la ville, son regard, c'est un regard de séductrice, c'est un regard de femme, c'est un regard de désir, c'est un regard d'appétit, c'est un regard de charnel. Ben, du regard d'Isabelle, je dirais ce que Brel disait dans une chanson qui s'appelait d'ailleurs Isabelle. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. C'était Suivez son regard avec les opticiens Chris.
sois absolument certain que cette carte provient bien de l'ordinateur de Nina. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est elle la taupe. Dis-moi pour qui tu travailles, mon Dieu! Toi, pour personne d'autre. Celui qui a programmé cette carte est impliqué dans l'affaire Palmer. Que savons-nous? Qu'ils vont essayer de vous tuer aujourd'hui. Jack s'est embourbé. C'est inutile de vous enfoncer avec lui. Désormais, chaque seconde compte. 24, mercredi à 22h45 sur TF1. Sur TF1, avec Xerox, changez votre façon de voir. Des astuces, des idées pour mieux vivre sa maison, du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Connaissez-vous les fustes? Ce sont les maisons en rond de bois et elles remportent un franc succès auprès des amoureux de la nature. Dans le magazine, côté déco, bois brut, couleurs chaleureuses, solidité, Pierre nous fait partager sa passion. Côté technique, découverte d'un drôle de compas au service de maisons qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement. Côté aménagement ou comment profiter au mieux de la lumière extérieure. De plus en plus nombreuses en Dordogne, dans les Vosges ou le centre de la France, on pourrait croire que ces maisons nous viennent de l'Amérique du Nord. Pas vraiment, on en trouve trace dans nos forêts il y a plus de 400 ans. Rencontre avec Pierre Génouvès dans le Limousin. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans ces maisons en bois, c'est la force naturelle que ces troncs d'arbres nous apportent. Avec ce matériau, on obtient tout ce qu'on demande à un mur, c'est-à-dire à la fois l'esthétique, la solidité, l'isolation, la protection. Ce qui me plaît dans cette technique, c'est l'utilisation totale de troncs d'arbres tel qu'il est dans la forêt. Il a été simplement écorcé, mais on n'a pas enlevé les nœuds, on n'a pas enlevé les bosses, on n'a pas enlevé les creux. C'est une maison qui est toute de plein pied, qui est toute en longueur, parce que moi j'estime que ces lignes horizontales s'adaptent mieux sur une maison toute en longueur. Et vu l'emplacement dans lequel on est, on a une très belle vue ici vers le sud-est. On a ouvert cette maison vers la lumière, vers le paysage au maximum. Pour empiler des troncs de bois bruts et les emboîter sans qu'il n'y ait de trous susceptibles de laisser passer l'air ou la pluie. Réponse, le compas traceur à double niveau. La pointe sèche glisse sur le rondin du bas et le crayon trace sur le rondin du dessus les déformations du dessous comme un négatif. On taille à la tronçonneuse, suivant le tracé, on évide au ciseau à bois et le tour est joué. Plus besoin de colmater comme autrefois avec du foin ou du mortier. On a ici la pièce à vivre qui contient à la fois le coin repas, le coin salon, le coin billard, parce que je joue beaucoup au billard, j'aime beaucoup ça, et le coin cuisine. La forme de cette pièce, en fait, c'est un demi-octogone, de façon à ouvrir avec ces grandes baies vitrées la pièce sur l'extérieur au maximum, qui vient s'intégrer dans le grand rectangle que forme la maison elle-même. Profiter au mieux de la lumière naturelle, voilà ce qui a guidé Pierre dans les choix d'agencement et de décoration de sa maison. Du carrelage aux baies vitrées, même les débords de toit ont été étudiés pour laisser rentrer le soleil d'hiver et au contraire se protéger des rayons trop forts de l'été. Nous, c'est un choix qu'on a fait avec ma femme de ne pas mettre du tout de volets. Comme on n'est pas gêné par les voisins et puis qu'on a de l'espace, il n'y a pas de problème de proximité et d'indiscrétion si on veut. Et on profite du ciel, on profite des étoiles, on profite de la pluie, on profite du temps qu'il fait dehors. La protection du volet, pour moi, elle est un petit peu illusoire, quoi. Et au contraire, j'aime bien avoir la sensation de ce qui se passe dehors, de la lumière qu'il y a dehors, même la nuit, quand on est à l'intérieur. On est encore plus à l'abri quand on sait qu'il fait froid dehors et qu'on est bien dedans. Mais ça, c'est une question d'impression. Et le carrelage par terre, ce n'est pas un peu froid? Les murs en bois ne sont pas des murs très lumineux, ce n'est pas des murs qui renvoient et qui réfléchissent beaucoup de lumière. Donc si on voulait profiter de cette lumière des baies vitrées, c'était par la réflexion du sol, et donc un sol blanc, qu'on pouvait obtenir cet effet de luminosité dans la pièce. D'autre part, on a choisi de mettre un chauffage par le sol, un chauffage électrique rayonnant à basse température, et un chauffage rayonnant ne passe bien qu'à travers un matériau qui est très conducteur, d'où le carrelage. Un des éléments importants dans la déco de cette maison, c'est ce gros poteau, ce gros pilier central
qui est un morceau de bois assez original. Parce qu'en fait, c'est un bois qui a dû souffrir, qui a dû être foudroyé, ce qui explique qu'il est creux hein, dans la partie basse. Toutes les petites branches qui étaient en formation se sont retrouvées très torturées. Et puis il y a une grosse branche qui a repris le dessus, qui est redevenue le tronc principal. Et pour aller chercher la lumière verticalement, ce bois s'est plissé et ça fait des plis comme une patte d'éléphant. Passionné par les westerns depuis sa plus tendre enfance, Pierre cultive l'art de vivre nord-américain, goût pour les grands espaces, ambiance plus cosy des saloons, intérieur brut des cabanes de trappeurs. Sa maison, c'est son goût pour l'évasion. Par le couloir ici, on accède donc à l'autre partie de la maison, qui est la partie nuit, qui est plus intime, où les pièces sont beaucoup plus petites, 4 chambres, et puis un petit bureau qui est au fond. Bon, d'accord, mais tout ce bois, ça doit demander beaucoup d'entretien, non? D'abord, il y a un traitement contre les insectes, qui lui est à faire assez régulièrement, notamment les 3 premières années, pendant que les bois sèchent. Ce traitement se fait en pulvérisation et la pression du pulvérisateur permet d'aller intégrer du produit dans les fentes. Ensuite, pour la couleur, pour la teinte, on peut ajouter une lasure. Ça peut se faire avec une périodicité plus ou moins importante, suivant comment sont exposées les façades. Une façade comme ici, qui voit beaucoup le soleil, qui grise très très vite, si on veut qu'elle reste blonde, il faut lui apporter une lasure tous les 2 ans à peu près. En tout cas, ça marche bien pour les artisans du bois. Dans la région, les carnets de commandes sont déjà pleins pour les 2 ans à venir. Les envies prennent vie, du côté de chez vous, avec les magasins Leroy Merlin. Ils étaient des milliers à fêter la Saint-Patrick au Stade de France le 15 mars dernier. TF1 vous invite à vivre ce spectacle exceptionnel réunissant 600 musiciens et danseurs. Une soirée de danse et de fête, la nuit celtique, dans un instant. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir. Vous trouvez qu'il y a eu trop de nuages aujourd'hui, dimanche? Il y en aura encore moins demain. Mais qui dit soleil ne dit pas forcément chaleur, puisque nous sommes dans un flux de nord à cause ou grâce à cet anticyclone. C'est cet anticyclone qui chasse les nuages. C'est aussi lui qui favorise un flux de nord. Et comme il va se décaler légèrement vers l'est, nous allons passer dans un flux d'est. Et donc, il va faire de plus en plus froid. Un anticyclone qui devrait résister jusqu'à mardi, mercredi. Et puis après, les nuages vont remonter du sud. Mais en même temps que les nuages, la douceur va revenir. Demain, ça ne sera pas encore le cas. Il y aura donc beaucoup de soleil partout le matin, puis dans l'après-midi, un petit peu d'instabilité pour le sud-est, quelques gouttes pour le littoral, quelques flocons pour la montagne au-dessus de 1000 mètres, partout ailleurs, donc grand beau, et du vent d'est sur les côtes. On aura bien besoin de ce soleil parce que les gelées seront quand même assez fortes demain matin, -3 à -4 degrés dans le nord-est, et dans l'après-midi, au meilleur de la journée et malgré le soleil, il ne devrait faire que 6 degrés à Nancy, à Langres, et 19 degrés quand même pour Perpignan, et sous le soleil aussi. Mardi, il fera de plus en plus froid. On attend des gelées entre -5 et -6 degrés dans toutes les régions du nord-est, même dans la région lyonnaise et aussi dans les vallées du Massif central. Mais dans la région de Perpignan, précisément, on attend des nuages. Vous savez, les nuages de lundi, ils vont glisser peu à peu vers l'ouest, poussés par un petit vent de sud-est. Et ce petit vent de sud-est va faire remonter les températures, en tout cas dans la moitié sud. Mercredi, toujours des gelées, surtout dans ces zones qui n'auront pas eu de nuages pendant la nuit, c'est-à-dire dans toutes ces régions centrales. En revanche, les nuages seront arrivés dans la nuit dans le sud-ouest, avec quelques gouttes par-ci par-là, quelques nuages aussi près de la frontière belge. Et du coup, dans l'après-midi, grâce à ce flux de sud-est qui s'installe petit à petit, les températures vont remonter. À partir de jeudi, on ne sait plus très bien. On est dans ce qu'on appelle à Météo France un marais barométrique qui provoque un certain marais intellectuel chez les ingénieurs météorologistes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'anticyclone, il n'y a pas vraiment de dépression. Alors les nuages se promènent par-ci par-là, ils vont remonter sans doute de Méditerranée avec quelques gouttes. Ils tarderont à arriver dans le nord qui restera plus longtemps protégé par des hautes pressions avec encore quelques petites gelées matinales. Vendredi sans doute plus de gelées puisque les nuages auront gagné toutes les régions de France, mais quand même il y aura sans doute quelques éclaircies et puis quelques gouttes par-ci par-là puisque les pressions ne seront pas assez élevées pour les chasser ces gouttes. Et samedi et dimanche, ça
ça sera à peu près la même situation. Météo France Paris, vous le notez, pour une hausse des températures. Voilà, je vous souhaite une très douce semaine. Je vous retrouve dans 15 jours. À bientôt. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. Je connais la plus belle des chansons. Elle relie l'univers à nos maisons. Elle chante chaque terre, chaque pays, dans ces mots que les temps leur ont appris. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va. Elle dit, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je m'en vais. Sous mes nuées minevo, je sais, mais je m'en vais. Que c'est mieux que min boy, ad Aron, a Gezon, et Reine et Taïwan. C'est mieux que min boy, ad Aron, a Gezon, et Reine et Taïwan. C'est mieux que min boy, ad Aron, a Gezon, et Reine et Taïwan. C'est mieux que min boy, ad Aron, a Gezon, et Reine et Taïwan. Ancora ad una spema ghirisona di baci da giù scritto una canzone. Elle dit mon pays a besoin du tien, je te reconnaîtrai sur nos chemins. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va et repart chaque fois. Conosce i tesori e poi la memoria l'abbandono. Elle dit le monde est beau, le monde est grand, si l'additionne. Elle cherche, elle court, elle vient, elle va, elle dit, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais, mais je m'en vais. Sous mes nuées minevo, je sais, mais je m'en vais. Que c'est mieux que min boy, ad Aron, a Gezon, e Reine e Taïwan.